Bonjour à tous. En ce dimanche, je dirais 6 mars, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une petite rétrospective de l'épreuve de mémoire et l'épreuve d'exposé pour le DEC comme pour le DSCG. Je vous rappelle que la soutenance aura lieu avant le 10 mai pour certains d'entre vous et après le 10 mai pour les épreuves écrites, donc à partir du 11 mai. Nos amis qui viennent de l'étranger seront convoqués soit le 9 mai, soit le 11, le 12 ou le 13 au plus tard, ce qui est quand même relativement important pour leur déplacement. Je vous rappelle qu'il est probable que je fasse au cours de ce mois de mai, du mercredi, donc le mercredi on sera le 11 moins 4, ça fait 4 mai, du 4 mai au 7 mai, il est fort possible du 4 mai au 7 mai que je fasse un séminaire présentiel à l'IUT de Béthune qui est juste en face de mon domicile et qui me permettra de vous rencontrer pour les épreuves UV1 et UV2 dans la journée, et éventuellement pour votre livret 2, et le soir, après le dîner, éventuellement si j'arrive à trouver le lycée hôtelier, parce que si je n'ai pas le lycée hôtelier, ben, je ne peux pas rien faire, parce que le lycée hôtelier, il nous accorde beaucoup de facilités pour des chambres, hein, il y a 10 chambres au total, de confort style, je dirais, Mercure amélioré, avec un repas le matin, un repas le midi, mais au restaurant universitaire le midi, puisque c'est à côté de l'IUT, et le soir, dîner au lycée hôtelier, avec Francis qui va vous chercher en voiture, ou Madame Tison et Francis qui vont vous chercher en voiture, vous amène à l'IUT, il y a à peu près 1 kilomètre entre les deux, et qui va vous chercher à la gare également, quand vous m'annoncez l'horaire des trains, je vais vous chercher, je vous dispense du taxi, c'est moi qui va vous chercher et vous conduire au lycée hôtelier ou à un hôtel si le lycée hôtelier n'est pas dispo. Mais si malheureusement le lycée hôtelier n'est pas dispo, eh bien on devra forcément annuler les rencontres du soir dans la mesure où l'IUT est fermé bien sûr à 19h et je ne pourrai pas assurer les soutenances du soir. Bon, tout ça pour vous dire que tout est organisé à la fois pour l'UV1, l'UV2 et l'UV3 et les épreuves d'exposé. Je voudrais revenir donc aux modalités d'abord de la soutenance et modalités ensuite de l'exposé. Pour la soutenance, les amis, voilà, vous êtes arrivés à Arcueil ou vous êtes arrivés à un autre endroit. Je ne sais pas si certains connaissent à ce moment l'endroit des compositions écrites et l'endroit des interrogations orales, puisque bien souvent au mois de mai, Arcueil étant pris par de nombreux examens, les salles d'Arcueil ne sont pas disponibles totalement pour le DEC. Donc a priori, ça ne devrait pas être à Arcueil, mais je ne suis pas en mesure pour l'instant de vous communiquer l'endroit pour vos réservations d'hôtel, pour certains qui viennent de très loin, surtout pour l'épreuve orale, sachant que pour les amis francophones et les amis plutôt de France ou d'un territoire français, ils composeront dans leur région, c'est-à-dire au site académique de leur région pour les Français ou pour les résidents en France, qu'ils soient français ou autres, qui habitent en France, ils composeront dans leur région. Ce qui fait qu'au niveau des épreuves écrites, il n'y a que les amis qui viennent de l'étranger et les Parisiens qui composent à Paris. Mais quand je dis Paris, je ne peux pas être sûr aujourd'hui que ce sera Arcueil. Si certains savent où c'est, parce qu'ils l'ont demandé, vous m'envoyez un petit mail pour que je puisse le communiquer. Je rappelle que la soutenance se passe de la manière suivante. Vous allez arriver forcément à Arcueil, vous allez avoir des appariteurs qui vont contrôler votre carte d'identité et votre convocation pour vous faire monter au 4e, 5e ou 6e étage si c'est un Arcueil, ou alors au rez-de-chaussée dans d'autres endroits où vous avez des petites salles. Moi, j'aime bien les autres endroits que j'ai connus, bien sûr, où il y avait des petites salles, ce qui nous permettait d'avoir, a priori, un isolement normal. Tandis que quand vous êtes à Arcueil, surtout en novembre,
à Arcueil, vous êtes dans une grande salle d'examen que certains connaissent, et vous avez 8 à 9 jurys dans la même salle. Alors il est évident qu'un gars comme moi qui parle fort quand il interroge, ou qui parlait fort quand il était candidat, je pouvais importuner d'autres candidats. Donc, à vous de savoir l'endroit pour vous organiser. Alors, vous allez arriver au 4e étage dans une salle d'attente. Dans une salle d'attente, je vous demande de rester, je dirais, le plus attentif possible aux conseils que je vous ai donnés. À chaque fois, je vous donne un conseil dans les messages que je vous envoie pour respirer pendant quelques secondes et vous permettre de vous décontracter et de chasser le stress. Cet exercice qui dure à peu près 30 secondes à 45 secondes, je vous demande de l'apprendre par cœur et de le faire régulièrement à la maison pour vous décontracter, que ce soit pour les épreuves écrites, pour les épreuves orales de tout mon groupe actuellement présent devant moi. Je voudrais aussi vous rappeler que la soutenance se prépare aussi avec une certaine attitude. Votre non-verbal va être déterminant. C'est-à-dire, vous sentirez l'ambiance du jury en arrivant, mais dans un premier temps, vous serez dans la salle d'attente. Et c'est là où vous allez voir les comportements de vos collègues. Certains vont bouger les pieds sans arrêt. Certains vont respirer profondément. Et vous, avec votre technique que je vous ai appris, vous allez être totalement décontracté. Je vous rappelle, je le dis régulièrement, je le mets chaque semaine pour que vous puissiez vous l'appréhender et que vous soyez totalement décontracté. À un moment donné, 5 minutes avant votre convocation, les appariteurs vont appeler les noms des gens qui vont devoir passer à 14h30, par exemple, pour certains d'entre vous. Donc, il est 14h25, vous continuez de respirer sans aucun problème, de manière discrète, sans que les gens s'en aperçoivent. Vous arrêtez de respirer pendant quelques secondes et tout le stress va disparaître parce que vous avez envie de gagner. Parce qu'au fond de vous-même, vous n'allez pas donner trop d'importance à cette épreuve, parce que ce soit une épreuve d'exposé ou une épreuve de soutenance, c'est comme si vous rencontrez 2 clients importants. C'est 2 personnes qui, comme vous, ce matin, ont fait la même chose, se sont lavés puis sont allés aux toilettes, et ils ont fait la même chose. Donc, c'est pas des surhommes, ce sont des gens qui sont désignés pour vous juger. Vous jugez comme comportement professionnel et de voir si vous répondez aux exigences de l'expertise comptable au niveau, bien sûr, de votre écrit, au niveau de votre livret 2 pour le DSCG ou pour le DEC, et que vous êtes une personne agréable, un commerce agréable, parce que vous avez une tenue tout à fait agréable qui correspond à votre profil et non pas une tenue trop décontractée, voilà, ce qui fait que vous êtes habillé comme un véritable expert comptable ou une expert comptable. Je vous fais confiance, mesdames, sans aucun problème sur ce domaine-là. Donc, nous arrivons devant le jury et vous devez le sentir. Moi, quand j'étais dans ce rôle de jury, je me levais quand le candidat arrivait et je lui tendais la main. Chose qui aujourd'hui, avec la Covid, n'est plus totalement possible ou souhaitée. Donc, le jury est assis tous les deux, ils vous disent bonjour monsieur, et à un moment donné, ils vont vous dire vous pouvez vous asseoir. En ayant donc cette possibilité de vous asseoir, vous dites bonjour madame, bonjour monsieur, vous commencez toujours par dire bonjour à la dame, ou alors si c'est 2 dames, bonjour mesdames, ou si c'est 2 messieurs, bonjour messieurs. Avant de commencer, vous demandez l'autorisation d'utiliser votre diaporama. En effet, moi, il me semble indispensable que ce soit pour l'épreuve d'exposé, DSCG ou DEC, ou pour le soutenance, il me semble indispensable en 2022 d'avoir un diaporama. Ce diaporama, vous avez demandé l'autorisation. Vous remerciez le jury pour cette autorisation. Vous avez déjà mis votre ordinateur en route, en activité avant d'entrer dans la salle d'examen. Vous n'avez plus qu'à le mettre, votre souris sur la droite, vous le mettez de biais sur votre gauche. Et puis vous avez eu aussi, je dirais, la sécurité complémentaire, c'est que vous avez imprimé votre diaporama, que vous remettez après, bien sûr, avoir installé votre ordinateur. Bien, alors, une fois que tout est installé,
Vous avez également, pour vous permettre d'être totalement sûr de vous et d'apporter au jury le maximum d'infos, c'est pas obligatoire, mais c'est conseillé. Certains d'entre vous, avec peut-être l'aide de Madame Misa de Memorialista, Misa c'est son prénom, de Madame Salomon de Memorialista, réaliser une chose qui plaît beaucoup au jury, c'est une brochure qui est une sorte de timing de tout le mémoire que vous avez réalisé et de tous les travaux que vous avez pu réaliser qui vous permet de dérouler toute la procédure de votre mémoire et de provoquer également, je dirais, beaucoup de questions qui sont indirectement préparées par votre brochure. J'aurai le plaisir pour certains d'entre vous de vous faire parvenir des modèles de brochures qui ont été réalisés avec ou sans Madame Salomon, mais Madame Salomon, c'est elle qui a lancé cette idée, qui a d'ailleurs été reprise en partie par l'ENOS, qui suit mes vidéos, et ça, je m'en réjouis que ENOS suive mes vidéos, et qui permet donc à ENOS, et j'en suis certain, de s'améliorer encore. Ceci m'amène à vous parler de la façon de présenter votre soutenance et dans quelques secondes, votre exposé DSCG ou exposé DEC. Pour la soutenance, vous commencez par dire « Francis Tison, Madame, Monsieur, j'ai le plaisir de vous présenter mon mémoire sur » et vous rappelez le titre. Donc vous rappelez votre nom et vous rappelez le titre de votre mémoire. Et vous dites ceci. Pour permettre de dérouler mon exposé, j'ai prévu 4 parties. La première, ce sera mon cursus académique et professionnel. La deuxième, c'est pourquoi j'ai fait ce mémoire. La troisième, c'est tous mes apports, je dirais, scientifiques, recherches que j'ai pu réaliser pour être présent aujourd'hui devant vous. Et le quatrième, c'est le cœur même de mon travail. C'est mes apports techniques qui sont destinés à l'ensemble des professionnels comptables, salariés, collaborateurs, experts, commissaires aux comptes. Et ensuite, c'est les apports professionnels qui, là, visent la direction d'un cabinet d'expertise ou la direction d'un commissariat aux comptes. Donc, l'apport professionnel, c'est la gestion d'un cabinet qui est visé par les apports professionnels. Sur le plan cursus académique et professionnel, il ne faut pas durer trop longtemps. Vous n'allez pas revenir, bien sûr, à votre baccalauréat, etc. Non, vous allez parler de vos études supérieures et vous allez parler également, bien sûr, de votre stage et qui s'est déroulé sans citer le nom du cabinet. Et vous dites aujourd'hui que vous êtes dans un cabinet de taille, etc., sans préciser le nom, mais vous précisez également que vous venez, tout à l'heure je l'ai dit, Tison Francis, je viens de Béthune, dans les Hauts-de-France. Et vous faites la même chose, j'ai oublié de vous dire, pour chacune et chacun d'entre vous. Je viens du Sénégal, j'habite Dakar, je viens du Sénégal, et j'en passe et des meilleurs. Donc ça, c'est la première partie. Sur le cursus professionnel, vous essayez de valoriser les activités qui ont pu être plus importantes que d'autres et qui permettent d'avoir une expérience entreprise et une expérience cabinet. Ça, c'est l'idéal, hein, en tant que faire se peut, pour un candidat. Ne pas citer de nom de cabinet. Et ensuite, pourquoi j'ai fait ce mémoire? Alors, pourquoi j'ai fait ce mémoire? Ça peut avoir des origines tout à fait particulières. Ça peut être à cause d'un client, ça peut être sur les suggestions d'un collègue ou de votre maître de stage, ça peut être sur une envie personnelle de réaliser ce problème, ça peut être sur le fait d'avoir assisté à une conférence sur un thème, d'avoir assisté au salon des entrepreneurs, d'avoir assisté au congrès des experts comptables, d'avoir assisté aux assises nationales, d'avoir reçu des communiqués de M. Canesi ou de M. Yannick Olivier qui vous a donné ce déclic, ou de monsieur les autres présidents, hein, monsieur Boucault et monsieur Tandé, qui vous ont donné envie. Donc, essayez de trouver la raison intéressante et professionnelle qui justifie le choix du mémoire. Alors, il est évident ensuite
que vous avez l'aspect recherche scientifique. Alors là, vous devez... Alors, pendant ce temps-là, votre diaporama rappelle votre cursus académique et professionnel. Donc d'abord, le diaporama, le premier slide, c'est votre nom, prénom, votre région et le titre du mémoire. Le deuxième, c'est votre cursus académique et professionnel. Donc, c'est pas la peine de faire des laïus parce qu'un slide doit comporter des mots importants, mais pas des paragraphes copier-coller que vous avez pris dans votre mémoire, que vous avez collé sur le diapo. Ça, c'est nul. C'est nul. Un diaporama, c'est environ 30 lettres à 40 à 50 lettres maximum. Donc, c'est pas la peine de mettre des paragraphes. Ça, c'est ridicule. Surtout quand vous faites une conférence devant un public et vous mettez un paragraphe. Alors là, j'avoue franchement, le public, il voit rien du tout parce que c'est tellement impressionnant. Il y a des mots forts parce que votre problème, c'est de savoir improviser. Vous n'êtes pas là pour lire le diaporama. On ne lit pas le diaporama. Le diaporama donne les grands titres de votre exposé, aussi bien livret 2, DEC et DSCG, que la soutenance. J'y reviendrai à l'exposé tout à l'heure après avoir terminé le tour d'horizon de la soutenance. Ensuite, vous avez à expliquer que vous avez fait des alertes Google qui vous ont permis d'enrichir considérablement, que vous êtes abonné à plusieurs revues, Actuel Expert Comptable, Revue française de comptabilité, vous êtes abonné à Revue Fiduciaire Comptable, vous êtes abonné à Francis Lefebvre Comptable, à vous de voir si c'est vrai ou pas vrai, on s'en fout. Ensuite, vous avez l'abonnement au SIC, comme quoi vous êtes expert comptable mémorialiste, et vous suivez toutes les communications de Bercy, par les notes de Bercy, qui presque tous les jours vous envoient des informations au niveau des particuliers et des informations au niveau des entreprises. Vous avez suivi de nombreux webinaires. Vous avez assisté au congrès des experts comptables. Voici quelques années encore, les dernières années, dont certains ont été suivis, je dirais, à distance, ou certains ont été suivis en présentiel. Le fait d'assister à des congrès rentre aussi dans votre rapport scientifique, puisqu'en allant au congrès, vous essayez d'avoir des ressources complémentaires, et ça, c'est quand même relativement important. Ensuite, vous devez citer également le fait que vous avez une bibliothèque numérique que vous avez constituée pour ce mémoire. Cette bibliothèque numérique vous a permis de recueillir de nombreux ouvrages que vous avez pu obtenir, je dirais, par vos recherches ou de nombreux articles. Cette bibliothèque numérique est toujours mise à jour car je me suis dit, elle servira éventuellement le futur cabinet dans lequel je serai ou le cabinet que j'aurai créé éventuellement, parce que la documentation permanente est quelque chose pour moi de fondamental, car je suis un adepte de la formation tout au long de la vie, et je pense qu'un expert comptable, un commissaire aux comptes, doit toujours se former et être à l'affût des dernières nouveautés pour en profiter, mais en faire profiter. C'est lui qui doit être le catalyseur de toute cette information et qui doit être celui qui va apporter le maximum de choses. Ensuite, une fois que vous avez balayé tous ces apports scientifiques, là je fais tout un panorama de ce que vous avez à dire, mais pas forcément aussi long que moi, mais là je suis en train de faire un petit peu les modalités. Ensuite, vous arrivez aux apports techniques et professionnels. Je vous rappelle que les apports techniques, ça peut être un apport sur une écriture comptable, sur un tableau de bord, sur un tableau de flux de trésorerie, sur, par exemple, un ETE, sur tout un ensemble d'éléments qui sont exploitables, non pas par la direction du cabinet, mais qui sont exploitables par tout comptable. Par exemple, vous avez fait un tableau de bord pour les associations, c'est formidable, ça peut être repris par le collaborateur de l'association, ça peut être repris par le collaborateur de la commune qui s'occupe des associations. Donc, l'apport technique vise tous les professionnels comptables. Quand je dis professionnels, c'est ceux qui ont fait leur profession d'être comptable, mais pas forcément comptable comme expert ou comme commissaire aux comptes, mais comptable dans une entreprise, dans une association, et j'en passe et des meilleurs. Ça, c'est l'apport technique. Donc, il y a des apports dans le domaine fiscal. Par exemple, un apport technique, c'est la transformation d'une SARL en SAS.
Ça, c'est un apport technique qui sert à des collaborateurs, en particulier, soit d'entreprise, soit de cabinet comptable. Vous avez fait également une transformation, vous avez fait par exemple un ECF, un examen de conformité fiscale, c'est un apport technique. Et d'ailleurs, votre mémoire, le thème la plupart du temps, ce sont des apports techniques, puisque vous apportez une différence. N'oubliez pas les amis, que vous apportez une différence. Et ça, c'est très important. Vous savez que chaque mémoire est riche de sa différence. C'est une phrase que vous devez dire. Parce que si certains vous disent, mais madame, monsieur, vous avez un mémoire qui a déjà été fait moins 200 fois, je ne vois pas l'originalité de votre mémoire. Madame, monsieur, je vous remercie de votre question. Mais je pense que, honnêtement, que chaque mémoire est riche de sa différence. Je suis d'accord avec vous. Prenons la transmission. J'ai regardé sur Bibliothèque, il y a 312 mémoires sur la transmission. Pourquoi ils ont été en la bibliothèque? Parce qu'ils ont eu moins 14. Pourquoi ils sont 14? Parce qu'ils ont apporté quelque chose de différent. Différent en quoi? Par rapport au secteur d'activité, ça peut être la viticulture, ça peut être, je dirais, le plombier, ça peut être le coiffeur, ça peut être le médecin, mais aussi dans la pédagogie que le candidat a pu mettre dans la rédaction de son mémoire. Et cela fait la différence. Alors moi, je n'ai pas la prétention d'avoir fait un mémoire mieux que les autres, mais d'apporter une différence que je suis en train de vous expliquer. Ça, c'est le problème de la différence au niveau des apports techniques, car certains vont vous dire, mais ce que vous apportez là, ce n'est pas du tout ce que je pense être nécessaire pour vous. Autre réflexion importante, c'est les apports professionnels. Alors là, madame, monsieur, c'est les apports qui doivent servir la gestion du cabinet, ou commissariat, ou expertise comptable. Et c'est là où c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des mémoires dont le thème est finalement qu'un apport professionnel. Par exemple, comment développer le bien-être dans un cabinet d'expertise ou de commissariat au compte, c'est un apport professionnel. Quand vous faites une étude qui sert à gérer un cabinet, c'est un apport professionnel. Quand vous faites une étude pour gérer un travail d'un comptable, c'est un apport technique. J'aime préciser cette différence. Pour certains, ce n'est pas aussi évident que cela. Ensuite, vous avez à rentrer dans le cœur de ces apports techniques et professionnels. Là, j'ai fait un rappel pour bien vous faire comprendre la différence. Et après, vous déroulez votre diaporama par rapport à la première partie de votre mémoire, mais ce n'est pas la peine de rappeler l'introduction de la première partie, de la copier sur le diapo. Non, vous rappelez les mots forts de la première partie qui vont vous permettre d'improviser d'une manière répétitive, puisque avec moi, vous allez faire autant que nécessaire de soutenance blanche et rester dans les 10 minutes. Je sais par expérience que certains jurys sont plus souples que d'autres et vous autorisent à parler plus longtemps que les 10 minutes. Mais en principe, c'est 10 minutes et il faut vous organiser pour rester 10 minutes. On a fait un essai cette semaine avec l'un d'entre vous. On est arrivé, je l'ai laissé parler, à presque 14 minutes. Donc il y a des jurys qui vous avertissent en vous disant, mademoiselle ou monsieur, il vous reste 1 minute. Donc là, bien sûr, vous êtes prévu, mais il y en a qui disent rien, puis qui vous disent, bon monsieur, arrêtez, vous avez atteint vos 10 minutes. Alors là, c'est quand même un peu navrant, puisque vous avez forcément été coupé au moment où vous allez clore ou terminer, vous avez encore des choses à dire. Donc c'est à vous de répéter chez vous. D'abord, avant de me rencontrer à travers mes rencontres que j'organise toute la semaine avec vous dans des conditions, au départ ça sera 30 minutes, mais après ça va monter en puissance pour arriver à 45 minutes à partir d'avril et mai en particulier. Et ensuite, les rendez-vous du dimanche qui auront lieu tous les dimanches à partir de la semaine prochaine. Mais je vous l'ai dit, compte tenu du nombre de personnes, on commencera à 6 heures. Je solliciterai par un courriel ceux qui sont disponibles à 6 heures pour avoir 20 minutes par personne, puisque là, je ne peux pas vous laisser 45 minutes. Ensuite, tout ça, c'est en vidéo, comme aujourd'hui, voyez-vous, et sera bien sûr intéressant pour vous de revoir votre exposé, de revoir les questions posées, les mauvaises réponses que vous avez pu formuler ou l'hésitation que vous avez pu avoir qui vont disparaître au fur et à mesure des répétitions. Je reviens maintenant sur
votre diaporama, qui doit donc comprendre que les mots forts et les mots clés, mais qui doit, autant que faire se peut, se terminer par une citation qui correspond d'abord à votre ressenti personnel au niveau de la psychologie de l'étude que vous avez accomplie, mais également par rapport au thème. Trouver une citation de quelqu'un qui a une certaine importance dans la, je dirais, la mise en place de ce mémoire que vous avez réalisé, ou quelqu'un qui vous est précieux pour d'autres choses, mais essayez de terminer, puis terminer de la manière suivante. Madame, Monsieur, je vous remercie de votre attention et je reste bien sûr à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Madame, merci Monsieur. Voilà. Mais maintenant, je vais donc vous demander d'être attentif à ce que je vais maintenant vous proposer. Je vais vous proposer une série de questions qui reviennent souvent. Mais avant d'aborder la série de questions qui reviennent souvent et qui sont relativement communes au DSCG, pas forcément, mais au DEC VAE, je vais de ce pas vous demander, pour les personnes qui préparent le DEC par la VAE, je vais vous demander d'écouter les quelques remarques qui vont être un peu différentes de celles que j'ai pu conseiller à nos amis qui passent le DEC traditionnel. Alors, d'abord, quand vous arrivez au DEC VAE, c'est la même technique, mais vous êtes beaucoup moins nombreux, puisque vous êtes dans des salles qui sont forcément cloisonnées, et vous avez, en 2021, si j'ai bien compris, il y avait 6 jurys de 2 personnes. Donc, a priori, un professeur d'université, autant que faire se peut, qui soit également expert comptable, parce qu'un professeur d'université, avec le respect que j'ai pour ses connaissances, mais pas forcément pour ses compétences, je le dis honnêtement, ne confondons pas les connaissances avec les compétences. Il y en a qui sont bourrés de connaissances et qui sont incompétents, parce que peut-être qu'ils ont trop de connaissances. Mais moi, je considère que pour un jury VAE, juger un candidat pour être expert comptable, alors que vous n'avez jamais mis les pieds ou travaillé dans un cabinet d'expertise comptable, ça me paraît personnellement inadmissible. Donc, il y a de grands professeurs d'université qui sont à la fois experts comptables, il n'en manque pas, il y en a au moins 6 en France qui ont les 2 casquettes, et j'aime croire que ces professeurs comme monsieur, par exemple, Hubert Tondeur, qui fait partie de ce jury, qui représente à la fois de manière excellente sa fonction de prof et sa fonction d'expert comptable, représente le jury idéal, même si par ses jugements, il n'a pas fait plaisir à tous les candidats de l'année 2021. Mais ça, c'est le lot d'un examen et je dirais la liberté que peuvent avoir et le jugement professionnel que peuvent avoir les membres du jury. Donc, vous allez avoir 2 personnes. Alors, quand vous arrivez devant les 2 personnes, vous faites la même chose. Vous demandez l'autorisation de pouvoir utiliser votre diaporama. Et vous avez également avec vous, et là j'allais l'oublier également pour le travail de votre soutenance, vous avez avec vous une serviette, ou 2 serviettes comme vous voulez, dans laquelle, pour le soutenance, vous avez quelques ouvrages qui ont été relativement importants pour votre formation. C'est-à-dire, vous avez éventuellement quelques ouvrages qui ont servi à votre formation, mais vous avez bien sûr votre mémoire avec des postiches un peu partout pour vous permettre de le retrouver. Vous avez avec vous le code de commerce, avec vous, le jour de la soutenance, vous avez une petite serviette avec le code de commerce, je répète, votre mémoire, et vous avez également, la mémoire papier bien sûr, et vous avez également le livre audit et compta, ou même un ton comptable selon, je dirais, vous choisissez. Si vous avez fait un sujet juridique, vous avez forcément le code de commerce, mais vous avez aussi, par exemple,
le memento société civile ou société commerciale. Et vous avez forcément le code de commerce. Il faut vous montrer que vous soyez professionnel. Vous avez le droit de venir avec un pense-bête, les amis. Vous avez le droit de venir avec ce qu'il faut éviter. C'est ça qu'on démolit à le jour d'une soutenance ou le jour d'un exposé. C'est celui qui a fait un pense-bête et qui commence à lire son pense-bête comme s'il lit une lettre. Alors là, il se fait démolir parce que nous, on doit juger le candidat par rapport à ce qu'il est devant un client. Si devant un client, il commence à venir avec son dialogue préparé, il se fait complètement démolir. Moi, je démolissais les candidats qui lisaient. Hein. Je les laissais parler, mais au bout de 10 minutes, je disais, ça y est, t'es cuit, mon grand, tu ne peux pas être expert comptable tel que tu t'es présenté. Mais ça n'empêche pas. Là, vous n'avez pas le droit au prompteur, bien sûr, comme les journalistes qui présentent les informations du soir ou de la journée. Mais vous avez le droit à un pense-bête. Le pense-bête, c'est votre plan d'intervention. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir un pense-bête. Vous avez le droit d'avoir une liste de tous les présidents que vous devez connaître, aussi bien du côté de la VAE, DSCG ou DEC, que du côté de la sous-tente. Vous devez connaître le président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Vous devez connaître le président de H3C. Vous devez connaître le président de ANC. Vous devez connaître le président du Conseil constitutionnel. Vous devez connaître le président de la Cour des comptes. Vous devez connaître le président de la Cour du Conseil d'État. Vous devez connaître, pour les Français et les amis étrangers, écoutez bien, vous devez connaître le président de votre compagnie régionale des commissaires aux comptes. Vous devez connaître le président de la compagnie régionale des experts comptables. Et pour nos amis qui viennent de l'étranger, vous devez connaître le président de votre pays de naissance et actuellement votre pays dans lequel vous vivez. Parce que moi, j'ai des gars qui sont actuellement d'origine marocaine, qui ont quitté le Maroc depuis un certain nombre de temps, mais qui ont une origine marocaine, qui travaillent en Suisse et qui passe l'examen en France. Eh bien, ce garçon charmant doit connaître les présidents du Maroc, les présidents de la Suisse, s'il y en a un, ou expliquer comment que ça se passe, et le président de l'ordre, de tout ce que je viens de dire pour la France. 1 sur 10 aura des questions sur ces présidents. J'ai bien dit 1 sur 10, je ne dis pas que vous allez, mais vous avez le droit de prendre un pense-bête, ça prouve que vous êtes bien préparé, et de présenter et de rechercher tous les présidents et de les avoir avec vous le jour. Vous avez le droit de mettre le code de commerce, le memento comptable et le memento civil, ou etc., ou l'audit compta, pour démontrer que vous êtes de véritables professionnels. Vous devez démontrer que vous venez avec d'abord votre personnalité, vos ressources que vous avez exposées devant le jury à travers ce mémoire, qui j'espère a été lu, et non pas uniquement la note de synthèse, mais je le répète devant vous, sachant que c'est enregistré, il y a quand même encore, malheureusement, des gens qui ne respectent pas leur engagement et qui se contentent de lire la note de synthèse. Je trouve ça absolument insupportable, et ces jurys qui malheureusement existent encore, et malheureusement il y en a encore un nombre non négligeable, doivent être remerciés par le président du jury, car c'est inadmissible par rapport au montant de l'honoraire, car je le connais, attaché à leur travail. C'est trop facile de lire la note de synthèse et de s'étonner quand le candidat est là, et de lui dire, alors là c'est fou, hein, et de lui dire, mais monsieur, j'avais pas remarqué que vous aviez un livre 2 avec vos annexes. Vous imaginez pour le candidat le coup de poignard dans le dos, le jour de cette épreuve où il a fait passer plusieurs centaines d'heures et que l'individu qui est amené à le juger n'a pas respecté le minimum, c'est-à-dire de lire le travail remis par le candidat. Et j'avoue qu'avec le système numérique, le pourcentage de notes de synthèse serait ou sera de plus en plus important. Et j'avoue, je le dis souvent au président de jury, qu'il faut absolument faire un tri de ces personnes. Et n'oubliez pas
que si vous avez un incident de ce style-là, le jour d'une épreuve de soutenance, et que vous sentez que ça s'est très mal passé, n'hésitez pas à agir sur le fait. C'est-à-dire, vous allez voir l'appariteur qui vous a envoyé devant le jury et vous lui demandez la possibilité d'avoir un permanent du CSEC immédiatement si possible pour lui raconter ce que vous avez vécu lors d'une soutenance ou que vous avez vécu lors d'un exposé. Le fait que, par exemple, et j'ai des exemples parce que moi depuis 1980 je travaille 81 je travaille avec les jurys de DEC. J'ai quitté en 2006 pour des raisons d'âge et éventuellement d'autres choses, et parce que je râlais sur un certain nombre de personnes qui avaient 25 mémoires à analyser par session, et je considérais, et j'en ai eu la preuve quand il était avec moi, qu'il n'avait jamais lu un de ses mémoires. Et ça, je considérais que c'était inadmissible de donner 25 mémoires à une session pour un gars qui n'était même pas expert comptable, qui n'était que professeur agrégé en lycée ou à l'Intec, et qui ne faisait que le professorat, qui n'était même pas diplômé, et qui avait donc 25 mémoires, ça fait 50 mémoires. Il pouvait partir en vacances avec les émoluments attachés à ces 50 mémoires par an. Et là, j'ai râlé comme un bon, et voilà. Bref, quoi qu'il en soit, je reviens pour vous dire ce qu'il faut faire. Vous avez vécu une soutenance vraiment que vous considérez comme absolument inadmissible. Exemple d'inadmissible, c'est un membre du jury qui a osé dire, et j'ai des preuves puisque les gens peuvent témoigner sur l'honneur, il a osé dire à des candidats, monsieur ou mademoiselle, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas eu le temps de lire votre mémoire. Mais le titre ne m'intéresse pas du tout. Voilà ce qui a été dit. Et le gars a eu 9 la première fois. À cause de ça, le gars qui parlait plus fort que sa collègue à côté, qui avait agréé sa collègue, qui n'a jamais rien dit, c'est le Gugus, là, parce que moi je l'appelle un Gugus, hein, qui annonce qu'il n'a pas lu le mémoire. C'est lui qui a fait son petit effet personnel et qui a dit au candidat qu'il n'avait pas lu le mémoire. Eh bien, cet incident-là, je vais voir l'appariteur. Je demande la possibilité de rencontrer un membre du siècle, le permanent du siècle, que vous allez connaître, puisque là aussi, ils sont souvent présents. Et ils sont très sympathiques et ils rendent service. Ce permanent du siècle, c'est qu'à l'intérieur de tous les membres du jury, il y a un membre ou deux membres du jury national. Ils sont 11. Le membre du jury national va être consulté. Il va certainement venir, ou vous allez devoir aller le rencontrer dans une salle à part. Et vous allez lui raconter ce qui a été vécu avec telle ou telle personne. Vous n'allez pas attendre d'arriver chez vous et d'envoyer... Non, vous allez directement voir l'appariteur et ensuite un permanent et ensuite la rencontre en racontant au permanent ce qui s'est passé. Elle jugera si ça vaut le coup de faire venir le jury national. Je lui fais confiance à cette personne permanente du siècle pour juger l'importance. Mais sachez qu'à chaque jour d'interrogation, que ce soit pour le DEC VAE, DSCG VAE ou pour le DEC traditionnel, il y a une personne ou deux personnes du jury national. Et bien souvent, vous avez la chance d'avoir le président du jury national qui est là, M. Chadefaux, et qui vous recevra immédiatement, parce que là, il faut régler le problème. Les membres du jury sont encore là, ils seront alertés et ils seront ensuite amenés à venir s'expliquer avec vous. Même si vous manquez votre train, votre avion, ce n'est pas un problème. Ça vaut le coup de régler le problème immédiatement. Et non pas, parce que le problème que vous allez régler à la maison en faisant une lettre recommandée, vous avez une chance sur 1000 d'avoir une réponse positive. Tandis que là, vous avez pas 100% de chance d'avoir une réussite, mais vous êtes plus près de 100 que de 0%. Vous avez bien compris, vous êtes entre 50 et 100% d'avoir une chance. Est-ce que vous avez, sans faire valoir votre identité, est-ce que vous avez, par rapport à ce que je viens de dire, je vais revenir pour le DEC VAE dans quelques instants et le DSCG, est-ce que vous avez une question à poser, les amis, sur ce que je viens de dire? Alors, il y a une chose, hein, n'ayez pas peur. Vous n'allez pas être mis sur la liste rouge si vous faites ça. Parce que si vous avez été malheureux
par une chose qui est absolument anormale. Hein, le fait qu'un gars vous dise je n'avais pas vu qu'il y avait un livre 2 sur votre dossier, ça c'est quand même inadmissible, ça veut dire qu'il n'y a pas lu, hein, etc., etc. C'est à vous d'apprécier si les conditions de votre interrogation ont été normales. Si c'est le cas, vous n'avez pas à faire venir, bien sûr, l'appariteur. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent ici et qui sont à leur 3e soutenance et qui ont vécu des faits qui auraient pu être la possibilité pour eux d'utiliser la procédure que je viens de vous proposer. Et je ne demande pas à ce charmant garçon qui est là devant moi aujourd'hui de pouvoir prendre la parole. Il sait très bien ce que je veux dire. C'est inadmissible qu'un membre du jury ait dit « j'ai pas lu votre mémoire ». C'était lors de sa 2e soutenance. Et qu'une dame qui lui avait agréé a eu au cours de son entretien de la 2e soutenance a contredit ce qu'elle avait donné dans sa notice. Et tout cela avait provoqué un 2e... Ah non, elle avait mis 8 au premier mémoire, elle a mis 8,5 au second, alors que le mémoire... ce garçon avait passé son mémoire sans moi la première fois. La 2e fois, il l'a passé avec moi. Et on avait tout revu de A à Z. Et elle a considéré qu'il n'avait pas respecté ses conseils alors qu'on les avait respectés à la lettre. Et elle s'est contredit sur ce qu'elle avait donné comme conseil au niveau de la notice. Et l'autre membre du jury, lors de la 2e soutenance, que j'avais accompagné le candidat, il est évident que le gars a dit « j'ai pas lu votre mémoire ». Il est évident que ce fait-là provoquait chez notre ami qui m'écoute la possibilité de saisir immédiatement le jury national. Ça, c'était inadmissible. Et le gars qui a dit « j'ai pas lu le mémoire », il fallait qu'il soit éliminé immédiatement du jury. Voilà ma façon de travailler. Moi, je veux la rigueur, un expert comptable ou un commissaire aux comptes. Il y a là l'image d'un commerce sympathique, il a un commerce sympathique, mais il y a une rigueur que la loi comptable nous amène à respecter, qu'on doit être sans arrêt dans l'équilibre à la fois pour le candidat et dans l'équilibre au niveau du jury. Et je vous rappelle que si un incident se passe ou vous sentez, malheureusement, c'est arrivé, une sorte de racisme de la part d'un jury, je m'explique. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a une fille qui m'a téléphoné après sa soutenance. Elle était effondrée. Que le jury lui dise « mais c'est vrai, vous, madame, dans votre pays, on n'est pas l'habitude de faire ça aussi bien. C'est vrai, je comprends très bien. Mais c'est un problème de racisme, ça. On n'a pas à critiquer un pays, que vous veniez de XY pays. Vous êtes des hommes et des femmes que nous devons respecter parce que vous faites donc partie de tous les membres candidats et vous avez les mêmes droits, mais aussi les mêmes obligations, mais vous avez le droit au respect. Et ça, je crois qu'il y a eu des incursions de racisme, et ça, c'est très, très, très délicat à analyser, mais cette fille, elle était effondrée, complètement effondrée, mais malgré son effondrement, je lui ai dit, tu auras au moins la moyenne parce que tu as fait un bon mémoire, tu t'es défendu. Le gars, il a été maladroit, mais il n'est pas seul à décider, tu auras ton mémoire. Pour définir, elle a eu 11, elle a eu son mémoire. Donc, c'est pour vous dire que quelquefois, il y a eu des pleurs. Moi, j'ai beaucoup de pleurs. Je vais vous dire que j'ai eu, entre 2008 et 2021, j'ai eu 5 candidats, dont 2 femmes et 3 hommes, qui m'ont appelé à leur soutenance, qui pleuraient, en disant « c'est la catastrophe ». Eh bien, je les ai interrogés par rapport à ce qu'ils avaient fait, je les ai interrogés par rapport au temps qu'ils avaient eu. Eh bien, les 5 ont eu le mémoire validé avec un 10, un 11, voire un 12. C'est pour vous dire qu'il faut faire attention à votre perception personnelle. Chacun a ses propres sentis, puis après, une fois que vous avez passé la soutenance, vous avez un problème de relâchement et pleurer, ça fait du bien. Mais pleurer en disant j'ai mal réussi, c'est pas forcément la bonne solution.
Alors, je reviens rapidement avant d'aborder les questions pour l'ensemble de mes amis. Je reviens à l'épreuve de DEC-VAE et DSCG. Vous arrivez dans les mêmes conditions que tout à l'heure. On vous demande de vous asseoir pour un exposé qui va durer un quart d'heure. Et ensuite, il y aura des questions pendant une demi-heure sur les différentes UV que vous préparez. Alors, voilà comment vous faites. Vous annoncez, bien sûr, votre nom et prénom. Vous annoncez également votre région et vous demandez l'autorisation d'installer votre diaporama. Et l'exposé se décomposera de la manière suivante, aussi bien pour le DSCG que pour le DEC. Dans un premier temps, vous rappelez votre cursus académique qui n'est pas forcément important pour la VAE, parce que moi j'ai des gars qui n'ont que le baccalauréat, mais qui sont arrivés directeurs financiers et ils ont 50 ans, ils ont fait tous les travaux de révision, de conso, etc. Et ils n'ont que le baccalauréat. Mais leur expérience à travers les différents documents que j'ai pu consulter est tellement importante que c'est l'expérience. C'est pas l'académique qu'on juge à la VAE, c'est l'expérience. Donc c'est à vous de dire, voilà, mon cursus académique et cursus professionnel. Donc c'est la même chose, j'ai obtenu rapidement mon baccalauréat, si c'est le cas, et j'ai tout fait ensuite à travers ma propre expérience sur laquelle je reviendrai. Donc premier travail, cursus académique et professionnel. Professionnel sans citer de nom, mais citer la catégorie d'entreprise ou de cabinet dans lequel vous travaillez, un cabinet important qui fait beaucoup de commissariats, qui ne fait pas de commissariat, etc. Bon, ensuite, vous dites pourquoi je suis devant vous, pourquoi j'ai choisi la VAE. Pourquoi j'ai choisi la VAE, madame, monsieur? Il y a une raison majeure, c'est que je considère que mon expérience correspond à l'ensemble des exigences de tous les référentiels des UV pour ce diplôme, et j'ai considéré qu'à travers les attestations de professionnels, attestations de consultants, attestations de professions réglementées, que je peux revendiquer une certaine connaissance de tout le programme qui est imposé aux candidats traditionnels. J'aimerais aussi vous rappeler que quand on fait une expérience qui a réussi et qui a eu l'honneur d'une attestation comme celle que j'ai présentée dans mon livre et deux, eh bien, j'ai eu 20 sur 20. Mais pour être diplômé du DSCG ou du DEC, avec tout le respect que j'ai pour les diplômés, le diplômé qui a 10 partout, c'est-à-dire la moitié de ce qu'il doit savoir, eh bien, il est reçu. Pourquoi vous devez donc, pour moi, exiger que je dois connaître de manière parfaite tout le référentiel? J'ai le droit, comme les 2C traditionnels ou les DSCG traditionnels, d'avoir quelques insuffisances. J'aime croire, madame, monsieur, que lors de l'examen du référentiel de chacune des UV, ben, j'aurai le plaisir de vous dire que je n'ai pas forcément tout vu de manière parfaite, mais que j'ai une certaine connaissance, mais dire que j'ai tout vu d'une manière parfaite, ce serait mentir et ce ne serait pas rendre service à la procédure que j'ai choisie devant vous. Alors je reviens. J'ai cursus académique, cursus professionnel, et ensuite pourquoi j'ai fait la VAE. Et ensuite, madame, monsieur, avec votre permission, voilà, attention, c'est le même discours. Madame, monsieur, avec votre permission, j'aimerais parcourir, s'il vous plaît, de manière, je dirais, globale, chacune des UV. UV1, UV2, UV3 pour le DEC et UV1, pourquoi pas, à UV7, mais pour certains, ce n'est pas le cas puisque certains ont déjà en UV, DSCG, quelques UV qu'ils ont eu par le méthode traditionnelle, et là on apprécie ceux qui marient le traditionnel et qui marient le VAE. Je prends des exemples de candidats qui pour l'instant attendent d'avoir leur livret 1 parce qu'ils l'ont envoyé et ils ne l'ont pas. Moi j'ai des candidats qui ont les 2 UV écrites et il y en a un qui n'a pas pu passer le mémoire mais il a eu sa notice. Ça c'est un premier candidat. Et puis il y a une autre candidate qui a validé les 2 épreuves écrites et qui a passé le mémoire 2 fois. La première fois, alors là c'était le mémoire 2 fois, mais avec des conditions
absolument inadmissible. Je m'explique. Elle a, elle a passé le mémoire, elle a passé 3 fois le mémoire. La première fois, elle a été accompagnée par moi et elle a eu un jury qui était composé d'un expert comptable, ancien président du tribunal de commerce, et une dame expert comptable totalement, je dirais, totalement muette durant la soutenance. C'est un peu terrible d'être agréé par une personne qui normalement est la mieux qualifiée pour mieux vous comprendre et qui se tait durant la soutenance. Je considère ça comme un aveu d'incompétence. Ce monsieur d'un âge certain, comme le mien, c'était un sujet, écoutez bien, sur la procédure de sauvegarde. Cette fille a fait un mémoire avec moi, mais elle a fait un mémoire, elle a travaillé, moi j'ai travaillé 10%, elle a travaillé 90%, que j'estime énormément. Elle a fait un mémoire formidable sur la procédure de sauvegarde. Le mec, écoutez bien ce que je vais vous dire. Le mec, il a commencé à lui dire, après son exposé qui était remarquable, d'ailleurs, c'était marqué sur sa note, très bon exposé, il a dit, madame, vous n'avez pas de chance d'être tombée sur moi. Il dit, en effet, j'étais le président du tribunal de commerce pendant, etc. Et vous n'avez pas parlé de la procédure ceci, de la procédure cela. Il a parlé 46 minutes pendant l'heure pour raconter ses anecdotes. 46 minutes alors que son sujet, c'était la procédure de sauvegarde. Je dis bien la procédure de sauvegarde. C'était pas d'autres procédures. Et il lui a mis 9 en disant qu'elle avait beaucoup de connaissances, qu'elle avait fait un bon exposé, mais qu'elle n'avait pas parlé d'autres procédures pour les entreprises en difficulté. Il lui a mis 9. Il lui a mis parce que l'autre, elle n'a rien dit. Et c'est lui qui parlait parce qu'il avait un aura, soi-disant, dans la profession. Mais vous imaginez cette difficulté, cette fille, elle m'a téléphoné avec son mari qui était en voiture et qui repartait dans le sud de la France. Elle était effondrée en se disant, mais c'est inadmissible, j'ai même pas pu parler, j'ai même pas pu apporter des arguments, il a parlé. On l'a signalé au président de jury. Pensez-vous qu'on a eu une réponse? Non. C'était moi qui avais protesté. Elle a reçu une lettre recommandée, cette fille, en disant que si elle n'était pas contente, c'était pas M. Tison qui devait faire la demande, c'était elle. Alors quand elle reçoit la lettre recommandée, elle se dit mais pourquoi M. Tison, il a joué son rôle. Mais voilà la façon dont on répond à des incompatibilités de soutenance. Parce que moi je considère que ce monsieur, dont je connais le nom bien sûr, est absolument inadmissible au jury DEC. On ne peut pas, on n'a pas le droit d'avoir ce genre de comportement. Je reviens pour nos amis DEC VAE et DSCG VAE. Vous avez donc à brosser globalement les grandes idées du référentiel et vous pouvez vous appuyer sur la lettre que je ferai avec chacun d'entre vous de manière individuelle, c'est-à-dire la conclusion pour chaque UV que vous devez mettre en bas de chaque référentiel UV1, UV2 et UV3. Alors, cette fille a passé une deuxième soutenance, je continue. Cette fille a passé une deuxième soutenance et elle n'avait pas beaucoup modifié. Mais figurez-vous qu'elle avait mis une phrase, un paragraphe, entre guillemets, et qu'elle n'avait pas mis le nom de l'auteur. Elle a été accusée, vous devinez de quoi? Elle a été accusée d'avoir pas cité le nom de l'auteur et le jury qui avait reconnu cette phrase sans le nom, il ne l'a pas interrogée, il lui a dit « Madame, on est désolé, vous n'avez pas respecté, vous avez fraudé pour nous, vous avez fraudé, donc vous ne pouvez pas composer, nous transmettons votre dossier à la commission de discipline. » Cette commission de discipline, je dirais, s'est réunie quelques mois après et elle avait le droit d'être accompagnée par
je dirais, une personne, avocat ou expert comptable ou coach, j'y suis allé. J'y suis allé sans demander aucun, sauf mes frais de déplacement, mais j'ai passé la journée là-bas à Arcueil. J'ai plaidé à fond pendant au moins un quart d'heure et Martial Chadefaux m'a fait taire un peu parce que j'étais parti sur, je dirais, une virulence qui m'appartient quelquefois. Mais cette fille, au lieu d'avoir 3 ans ou 5 ans, elle a eu, je dirais, 1 an d'interdiction de passer le DEC. Elle n'a pas repassé le DEC pour le moment. Et je lui ai conseillé de passer le DEC par la VAE avec déjà les 2 épreuves écrites et déjà 2 mémoires passées. J'avoue franchement que c'est absolument inadmissible de constater ce que j'ai vécu là. Donc vous avez, je dirais, des extrémités de comportements qui sont malheureusement de moins en moins présents, j'espère, et j'espère que vous n'aurez pas à rencontrer ce genre de jury qui pénalise à la fois, bien sûr, le candidat, mais surtout pénalise le DEC également, dans le cadre d'un sérieux, d'une rigueur qu'on doit avoir et qui là a été totalement, à travers les exemples que je viens de vous rapporter, a été totalement bafoué. Et j'avoue que c'est pour moi quelque chose qui reste gravé à fond dans ma mémoire. Alors je voudrais revenir maintenant aux questions qui peuvent être les mêmes à la fois pour le DEC traditionnel et VAE. La première question, surtout pour le DEC traditionnel, c'est Madame, Monsieur, apportez-moi de manière précise les apports concrets de votre mémoire. Ça, c'est la question qui arrive 8 fois sur 10, les apports concrets de votre mémoire. Deuxième question pour le livret 2. À votre avis, monsieur, madame, est-ce que votre livret 2 conforte vos apports d'expérience concrets que vous nous devez présenter? Est-ce qu'à votre avis, tout ce que vous avez fait dans le livret 2 correspond à la définition des apports concrets d'expérience? Deuxième question fréquente que je posais, qui est encore posée, surtout pour la soutenance. Est-ce que, madame, monsieur, vous pouvez être sûr que votre étude que vous nous proposez est rentable pour votre cabinet d'expertise ou votre cabinet de commissariat aux comptes? Ça, c'est hyper important comme question. Alors, derrière cette question, je vous donne un conseil qui est un conseil pour toute catégorie de mémoire ou pour toute catégorie de livret 2, si jamais on posait la question de la rentabilité de vos expériences, c'est de dire que dans votre cabinet ou dans votre entreprise, nous avons mis en place une comptabilité analytique suffisamment détaillée pour pouvoir mesurer le coût de revient de mon étude et de pouvoir facturer d'une manière, je dirais, économique, positive, donc avec rentabilité, l'ensemble de nos travaux. Et si j'ai fait une étude qui sert la gestion du cabinet, nous pouvons mesurer le retour sur notre étude qui a occasionné un prix de revient qui est calculé à travers le nombre de nouveaux clients que nous avons obtenus, les nouvelles missions des clients actuels qui nous ont demandé des tableaux de bord, alors que, parce que nous avons fait un retour sur notre site qui est notre image qui tourne autour du monde, car grâce à un site internet, je me mets en relation avec le monde entier. Et grâce à un catalogue bien précis sur des nouvelles missions comme la RSE, comme le tableau de bord, comme l'examen, comme les tableaux de flux, comme la détermination de nouveaux systèmes financiers mis en place par l'ANC, les tableaux financiers, les tableaux hors finance mis en place par l'ANC,
j'ai obtenu, grâce à cette étude qui m'a occasionné un certain temps, que ma comptabilité analytique m'a donné, eh bien, les retours sur investissement, puisque vous parlez de rentabilité, c'est les nouveaux prospects qui sont arrivés, c'est les missions qui se sont enrichies sur là, et c'est les collaborateurs qui restent attachés à notre cabinet, et c'est là aussi que j'ai gagné beaucoup, parce que la fidélité d'un collaborateur représente un prix important, car changer de collaborateur souvent, ça coûte énormément cher. Donc il faut mieux conserver ses collaborateurs que de changer régulièrement. Donc ces deux questions-là que je viens de vous dire, apport concret et aussi rentabilité, sont valables pour n'importe quelle mémoire. Pour les questions précises relatives aux mémoires, vous me permettez, compte tenu de la variété de vos mémoires, que je fasse éventuellement des questions très spécifiques que je ferai avec vous, non pas le dimanche, mais que je ferai avec vous dans la semaine pour répondre à des questions spécifiques en allant par exemple sur la page 68 de votre mémoire ou la page 39 en vous demandant pourquoi avez-vous fait ça, quel est l'intérêt d'avoir dit ça. Voilà, ça c'est l'aspect, je dirais, qui est un aspect personnalisé de ma soutenance que je vous propose pour chacune et chacun d'entre vous. Autre question maintenant qui arrive assez souvent. Alors, quels sont exactement, est-ce que votre mémoire, madame ou mademoiselle, ne sert qu'à l'expert comptable ou pourrait servir au commissaire aux comptes? Voilà une question qui arrive assez souvent. Autre question, vous avez fait un mémoire avec une dominante CAC. Pensez-vous qu'un expert comptable aurait intérêt à lire votre mémoire et sur quelle partie vous pensez qu'il pourrait être aussi intéressé? Autre chose, est-ce que vous avez regardé, pour cette étude très actualisée, madame, monsieur ou mademoiselle, est-ce que vous avez étudié les travaux de l'INSEE et du CREDOC? Est-ce que vous croyez que l'étude de marché est une chose qu'un expert comptable ne doit pas ignorer pour vos clients? Est-ce que vous avez déjà fait une étude de marché pour vos clients et qu'est-ce que cela vous a apporté? Est-ce que le client a apprécié? Donc vous êtes aujourd'hui orienté vers le marketing, madame, mademoiselle. Pour vous, c'est quoi le marketing? Parce qu'on parle de l'expert comptable qui doit développer son marketing. C'est quoi le marketing pour vous? Bien, monsieur, le marketing pour moi, c'est de mieux connaître mes clients pour mieux les satisfaire. C'est-à-dire, je n'impose pas à mes clients des conseils, j'essaye de savoir quels sont les conseils dont ils auraient besoin et j'essaye de mettre en route cette procédure pour répondre à leurs conseils. Et qu'est-ce que c'est que le management et la marque? Alors ça, c'est le thème, je suis heureux de cette question, madame, monsieur. Marketing, management et marque, c'est bien sûr le thème ô combien intéressant du congrès que j'ai suivi à distance de 2020, organisé encore sous l'égide de M. Tandet. En effet, le marketing, et je viens de vous en parler, le management, c'est la gestion des hommes, c'est la gestion d'un cabinet, c'est la gestion d'un cabinet de commissaire, c'est la gestion d'une entreprise en général, parce qu'un cabinet comptable est une entreprise, un cabinet de commissaire aux comptes est une entreprise. Donc il ne faut pas l'oublier, management, c'est un mot que l'on parle sans arrêt, il y a plusieurs techniques de management, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que par rapport à une approche management, le cabinet d'expertise comptable, le cabinet de commissaire aux comptes s'enrichit dans ses ressources et s'enrichit dans ses conseils. Et la marque. Alors la marque, c'est d'essayer à travers le conseil national des experts comptables, à travers tous les écrits que les uns et les autres peuvent faire pour mieux connaître le diplôme expert comptable et bien connaître la marque. La marque, on parle de la marque employeur, mais moi je parle de la marque expert comptable. C'est-à-dire que malheureusement, je ne vais pas être attaché aux termes qui sont employés, mais bien souvent, les TPE, quand ils parlent de leur conseil comptable, ils ne disent pas mon expert comptable. Qu'est-ce qu'ils disent souvent? Ils disent mon comptable. Ils ne disent pas mon expert comptable. Le mot expert comptable doit être mieux connu, mieux valorisé. Parce que si on est expert, c'est qu'on a des compétences qui nous donnent le moyen de faire des diagnostics et non pas simplement le moyen de constater
de la comptabilité. Par le mot expert, on est capable de pouvoir améliorer l'entreprise, de la développer, de la pérenniser, parce qu'un expert, c'est quelqu'un qui fait des diagnostics. Un comptable, il ne fait pas a priori de diagnostic. Il faut insister sur la marque expert comptable. Et ça, vous devez savoir le dire le jour de votre exposé, aussi bien DSCG que DEC. Autre question. À quoi a servi, d'après vous, votre bibliographie, parce qu'elle est très dense, à quoi a servi votre bibliographie? Pourquoi vous avez cité autant d'ouvrages? Est-ce que vous avez lu ces ouvrages? Madame, monsieur, j'ai cité autant d'ouvrages, je ne les ai pas lus intégralement, mais je vous ai fait remarquer les pages sur lesquelles j'avais eu mon attention et que j'avais donc pu parcourir ces pages qui m'ont servi à proposer un certain nombre de conseils qui sont dans mon mémoire et pour lesquels j'ai fait aussi des retours sur cette biographie. Autre chose, quelle est pour vous, monsieur, mademoiselle ou madame, quelle est la véritable valeur ajoutée de votre mémoire? Quelle est la véritable valeur ajoutée de votre livret 2? Qu'est-ce que vous avez pu nous apporter pour justifier vos compétences? Et pour vous, la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est quoi pour vous? Par quoi vous pouvez-vous définir la valeur ajoutée? Bien, madame, monsieur, je dirais que la valeur ajoutée, ça représente la richesse brute créée par l'entreprise. Pourquoi brute? Parce que derrière cette valeur ajoutée, il y a eu des gens et importantes personnes qui ont apporté de la valeur ajoutée. C'est en particulier le personnel, mais malheureusement, il y a quelqu'un qui absorbe de la valeur ajoutée, c'est l'État, à travers les impôts et taxes. Donc, si je calcule la valeur ajoutée, c'est la richesse totale que j'ai pu créer, mais si je calcule pour une entreprise sa richesse nette, là, j'arrive à ce qu'on appelle l'EBE. En effet, il y a un point entre la valeur ajoutée d'un mémoire, à la fois qui est sa richesse brute créée, et la valeur ajoutée d'une entreprise. Mais quand je calcule l'EBE, c'est ce que j'appelle la richesse nette. Donc moi, je préfère parler de richesse brute en parlant de valeur ajoutée et de richesse nette. Et la richesse nette, pour moi, voyez-vous, est l'élément qui est le plus important demain, qui sera le plus important, car il est le plus juste pour mettre en place éventuellement un intéressement. Je m'explique. Quand vous prenez le BE de l'année 2020, global de l'entreprise, vous prenez le BE de l'année 2021, vous comparez les deux EBE. Vous allez me dire, mais Francis, attention, c'est peut-être pas forcément le même nombre de personnes qui étaient en 2020 et 2021. Vous avez parfaitement raison. Comment je fais? Donc, je pondère, je m'explique. Je prends un EBE de 200 000, supposons, en 2020. Il y avait, je vais simplifier les propos, il y avait 10 personnes. Je prends un EBE en 2021. J'arrive à 280 000 euros. Donc, de 200 000, je suis passé à 280 000 euros. Mais, j'ai 12 personnes en 2021 en équivalent, puisqu'il y a des gars qui sont arrivés, je dirais, au mois de mars, d'autres qui sont arrivés au mois de septembre, etc. Donc, il y a eu des va-et-vient. J'ai tout transformé les emplois en équivalent emploi complet, donc j'ai mis des quarts, des 50, et j'arrive à 12 au total. Alors, comment je fais? Si je pondère par rapport au nombre de personnes en 2021, je divise 200 000 par 10 et je multiplie par 12, normalement, mon EBE aurait dû être en 2021 240 000. Et il est de 280 000. Eh bien, la différence entre 280 000 et 240 000 que j'aurais dû atteindre si j'avais respecté le nombre de salariés, eh bien, c'est cette différence-là qui va servir de base à l'intéressement. Je ne dis pas, attention, avec mon expert comptable, je suis le dirigeant d'entreprise, je ne dis pas que
cette somme de 40 000 que j'ai simulée va être totalement distribuée. Ce serait dangereux pour l'entreprise parce qu'il faut voir en bas de parcours le résultat net de l'entreprise. Donc, il ne faut pas appauvrir l'entreprise. Il faut simplement rémunérer les apports supérieurs que l'ensemble du personnel a pu apporter. Donc, ça peut être 100%, compte tenu du résultat en bas, parce que là, j'ai pris des chiffres relativement modestes. Ça peut être 50%, et c'est remis en coche chaque année. Mais moi, je dis que l'augmentation de l'EBE entre 2 années consécutives et en les pondérant par rapport au nombre de salariés, comme je viens de vous dire, c'est la base idéale qui a été approuvée par un mémoire dont je taire le nom, qui a eu 14 en 2019, qui a été approuvé avec des félicitations par la directe. À l'époque, ça s'appelait la directe, maintenant c'est la DRET, on l'appelle la DRET maintenant, direction régionale, bon bref, et qui a été approuvé avec félicitations par l'URSSAF. Donc là, on n'appauvrit pas l'entreprise, on mesure les augmentations de richesse nette et on fait une augmentation de richesse nette qui va servir de calcul à l'intéressement. Et Dieu sait qu'avec cette expérience que j'ai réalisée, c'est moi qui ai eu cette idée là un peu farfelue de faire cette proposition. Je ne vous demande pas votre avis pour rester dans le RGPD, mais vous m'en direz des nouvelles si vous avez l'occasion de le faire dans l'entreprise. Parce que moi, je compte sur vous aussi, pour que vous soyez les ambassadeurs de l'intéressement demain, comme Madame la présidente, Madame Agnès Bricard, est l'ambassadeur d'un groupe de 3 personnes composé de dirigeants d'entreprises, dont Madame Agnès Bricard, qui est l'ambassadrice pour mettre en place de manière plus fréquente l'intéressement et les dépôts de l'intéressement sur des comptes spéciaux réservés à l'épargne salariale. Alors, on vous demande également quels sont, je dirais, les moyens que vous avez utilisés pour vous faire vérifier ce mémoire. Qui a relu votre mémoire? Est-ce que c'est vous-même qui avez relu? Est-ce que vous avez sollicité quelqu'un? Est-ce que vous avez eu cette précaution? Bien. Alors, vous avez fait également, et ça nous a permis de voir votre livret 2, votre livret 2 pour certains d'entre vous, et votre annexe. Quel est l'intérêt d'avoir fait un cas fil rouge dans votre mémoire? Quelle a été pour vous la motivation du cas fil rouge que vous avez appris à ce niveau et qu'est-ce que ça vous a apporté pour la rédaction de ce mémoire? Avez-vous l'impression d'avoir respecté scrupuleusement les recommandations et conseils de vos agréments? Puisque vous avez eu un 4.2 et un 4.1, il fallait que vous répondiez. Oui, monsieur, j'ai répondu, vous l'avez peut-être vu, j'ai fait une note préliminaire avant mon mémoire et j'ai répondu et j'ai repris toutes vos recommandations et conseils et j'ai tenté de vous dire que j'avais tenté de répondre à toutes ces recommandations et conseils. Quelles sont les responsabilités que vous avez au niveau de votre nouvelle application que vous mettez? Est-ce que vous avez bien mesuré la responsabilité de cette étude et des conséquences que vous pouvez avoir sur votre client? Parce que là, vous lui proposez quelque chose de nouveau. Nous l'apprécions globalement, mais est-ce que vous avez fait une cartographie des risques de cette proposition que vous faites? Est-ce que, à votre avis aussi, vous savez que vous devez vous assurer obligatoirement à une responsabilité civile RCP de l'expert comptable? Est-ce que vous avez la certitude que cette responsabilité civile couvre l'ensemble de vos missions? Bien, autre question, est-ce que vous pouvez nous faire, là c'est pour les DEC, VAE et DSCG, etc., est-ce que vous pouvez nous faire un descriptif des missions en les classant avec assurance, sans assurance, et nous donner quelques exemples des experts comptables? Est-ce que vous pouvez nous expliquer les grandes rubriques
des normes d'exercice professionnel des commissaires aux comptes, puisque vous en avez parlé dans votre livret 2, vous nous en avez parlé également dans votre mémoire, vous nous en avez parlé également dans votre livret 2 du DSCG. Je ne vous demande pas de m'indiquer les normes d'exercice professionnel, mais vous avez le droit d'avoir avec vous les normes professionnelles des experts comptables. Devant, avec vous, vous avez le droit d'avoir les normes d'exercice professionnel des commissaires aux comptes avec vous. On ne vous demande pas du par cœur le jour d'une soutenance. On vous demande, écoutez-moi bien, ou d'un exposé, on vous demande de vous comporter comme un professionnel averti. Donc vous avez le droit d'avoir bien rangé les documents avec des chemises, par exemple, et de dire, madame, monsieur, mais écoutez, je vais vous répéter ce que j'ai préparé, parce que bien insister sur le mot préparé, ça veut dire que vous avez la réponse à tout, parce que on vous considère comme un expert comptable en exercice. Et vous devez être capable de vous montrer comme un expert comptable véritablement professionnel ou en passe de l'être. Eh bien, vous avez le droit de préparer cette documentation. Moi, je n'ai jamais interdit à un candidat. Ce que j'interdis, c'est de lire son laïus pour son exposé. Ça, c'est complètement ridicule. Vous êtes cuit avec moi. Mais de parcourir un document qui vous a été demandé, on ne vous demande pas du par cœur le jour de la soutenance. On vous demande de vous comporter comme professionnel. Et vous le dites. Aujourd'hui, je crois que je dois me comporter comme un professionnel prévoyant, averti et ayant les dispositions nécessaires pour répondre. J'ai pris toutes les normes professionnelles et toutes les NEP avec moi, comme vous le prenez, bien sûr, le jour de votre épreuve écrite du V2. Et vous avez le droit. Donc pourquoi vous n'auriez pas le droit, on ne demande pas du par cœur, en de votre mémoire, vous n'a jamais dit il est interdit de prendre de la documentation. Non. Regardez le rapport du jury, il ne vous parle jamais qu'il est interdit de prendre de la documentation pour la soutenance. Ce n'est pas la peine de prendre un dossier de 20 cm de paix. Non, vous prenez les essentiels. Les essentiels, pour ne pas être coincé. C'est, écoutez-moi bien, les noms des présidents que je vous ai demandé tout à l'heure. C'est les NEP et les normes professionnelles. Une fois, puis d'ailleurs, vous les avez besoin, les amis aussi, vous avez besoin de ces documents-là pour votre épreuve écrite. Donc, c'est fait coup double. Vous devez les préparer pour votre épreuve écrite. Là, vous les préparez également pour ceux qui passent les épreuves écrites. Mais pour des amis qui sont là, qui ne passent que le mémoire, respectez ce que je viens de vous dire. Alors, on vous dit, est-ce que l'assurance responsabilité pénale de l'expert comptable est-elle possible? Je dis bien, l'assurance responsabilité pénale de l'expert comptable est-elle possible? Ça, c'est une question à la con. On ne peut pas s'assurer sur le pénal. Le pénal, c'est une faute que l'on doit commettre. Je demande à ceux qui se présentent leur caméra de ne pas apparaître sur la caméra, puisque cette vidéo va paraître avec le RGPD sur, je répète, sur YouTube. Donc, je voudrais que vous compreniez que cette question est un peu idiote, mais elle a déjà été posée, qu'on ne peut pas s'assurer sur le pénal, par le pénal, c'est une faute qu'on a commis par rapport à la loi, et on assume les conséquences sans pouvoir s'assurer. Je vais maintenant aborder une autre catégorie de questions qui sont souvent posées. J'ai tout préparé, les questions que vous avez aussi bien en exposé qu'en épreuve orale de soutenance. Ça, c'est quand même relativement important, ce genre de questions qu'on rencontre assez souvent dans le genre de ces travaux. Alors, est-ce que vous connaissez quelques commissions du Conseil national des experts comptables? Donc, revoir les commissions du Conseil national. Cachez ceux qui apparaissent, comme Georges. Cachez, monsieur Georges, la caméra. Je ne veux pas que vous apparaissiez. Merci, monsieur Georges. Est-ce que vous connaissez les commissions de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes? Ce sont des choses à rechercher pour préparer votre soutenance. Est-ce que vous connaissez les syndicats professionnels? Quel est le syndicat qui gère
la CNCC, voilà les questions. Quels sont les syndicats qui gèrent pour l'instant le Conseil national des experts comptables? Vous savez que la compagnie nationale, depuis qu'elle existe, elle a toujours été gérée par des gens de l'IFEC et pour le Conseil national des experts comptables, il y a une forme d'alternance. Actuellement, Canesi, c'est monsieur ECF et monsieur Tandé, c'était monsieur IFEC. On me demande, monsieur, vous avez déposé votre mémoire le 28 février. Est-ce qu'il s'est passé des choses que vous avez pu remarquer qui peuvent modifier certains de vos textes que vous avez présentés? Voilà la question qui arrive assez souvent. Est-ce que, en annexe, vous avez présenté une lettre de mission et un compte-rendu de mission? Est-ce que ce sont des lettres que vous avez réalisées vous-même ou ce sont des lettres qui ont été inspirées par les travaux des commissions de votre Conseil national? Alors, autre question qui arrive assez souvent également dans mes questions aussi, vous avez pensé également, en 2022, ça va arriver une fois sur 3, écoutez bien la question, avez-vous pensé, madame ou mademoiselle ou monsieur, à une société d'exercice professionnel avec qui d'ailleurs vous pouvez vous associer en tant qu'expert comptable? Alors, c'est les SEP dont vous devez connaître, même si ce n'est pas votre sujet, les questions satellitaires de votre mémoire ou de votre, attention, exposé sont fréquentes dans ce domaine. Donc, vous avez, avec les avocats, les notaires, les huissiers, les commissaires aux comptes, c'est-à-dire l'ensemble des professions, je dirais, juridiques et comptables réglementées. Alors, à quoi ont servi, quel est l'intérêt pour vous, madame, monsieur, de faire une conclusion à chaque partie? Quel était le rôle pour vous de la conclusion à chaque partie que vous avez pu réaliser? Alors, vous avez également une question qui m'est souvent demandée le jour d'un examen. Madame, monsieur, est-ce que vous croyez que votre mission RSE là, que vous m'avez présentée, est-ce que vous croyez que cette mission RSE peut être vendue à tous vos clients? Pourquoi et comment? Comment pouvez-vous nous définir la différence que vous faites entre une annexe, un article et un outil? Alors, madame, monsieur, merci de cette question. Une annexe, il y a deux types d'annexes. Elles ont comme rôle de pouvoir expliquer un élément de mon mémoire. Il y a deux types d'annexes. Il y a des annexes qui sont extraits de l'extérieur, qui ont été réalisées par d'autres personnes. Il y a des annexes qui sont réalisées par mes soins. Et vous avez justement dans le sommaire de ce que j'appelle livret 2 et que vous appelez éventuellement annexe, que j'ai sur les recommandations du jury du 13 janvier 2022 respecté, je n'ai fait qu'un seul bloc, mais pour certains, j'ai fait deux blocs et ça s'est bien passé également. Alors, l'annexe a été réalisée par mes soins, réalisée par des sources extérieures. Quelle différence avec un article? Un article, d'abord, j'ai mis le nom de l'auteur et j'ai mis le nom de la date de parution ou la date de parution du journal. Pourquoi j'ai mis un article? L'article n'est pas là pour faire mon travail à ma place, il est là pour illustrer un mémoire. Donc, je ne confonds pas une annexe qui explique, un article qui illustre. Et un outil, alors là, le mot outil, c'est un travail personnel que j'ai réalisé grâce, bien sûr, à des outils qui sont connus par l'ensemble de la profession, en particulier l'outil Excel ou autres outils qui ont pu être utilisés et qui permettent à un lecteur d'exploiter l'outil, c'est-à-dire de prendre cet outil et de pouvoir le tester
Et c'est ça la différence entre une annexe réalisée par mes soins, qui peut être un tableau quelconque présenté, mais un outil qui est un tableau, je dirais, numérique, qui peut être repris par un lecteur. Et ça, c'est quand même relativement important de faire le distinguo entre ces trois catégories. Je n'ai pas abusé, bien sûr, d'articles, car j'en avais beaucoup qui m'ont servi à cet apport scientifique, mais j'ai trouvé qu'il y avait des articles qui pouvaient éventuellement me... Alors, autre question qui est très souvent demandée, Monsieur X, quelles sont les qualités que l'on vous prête sur le plan professionnel? Monsieur X, quels sont les défauts que vous pensez avoir sur un plan professionnel? Alors là, c'est une question terrible, ça. Moi, j'ai déjà posé. Il faut que vous répondiez comme le défaut qui soit en même temps une qualité. Alors, le meilleur défaut, c'est de dire, oui, j'ai un défaut, je le considère. Je suis exigeant avec moi-même comme je suis exigeant avec les autres. C'est-à-dire, tout le monde le sait, mes collaborateurs le savent, je peux refaire des choses parce qu'il manque une virgule, parce qu'il manque ceci. Donc, on me considère comme, je dirais, très, très, très pointilleux. Alors, je sais que c'est un défaut. Je le suis quelquefois également dans ma vie privée, mais là, j'irai pas plus loin. Mais à part ça, je suis relativement discret, donc on ne peut pas dire que ce soit un défaut. Mais je ne fume pas, donc ça, c'est déjà une première chose que je considère comme ne pas être dans la foulée de beaucoup de personnes. Et puis voilà, je pense être attentif, mais c'est vrai que mon exigence peut parfois agacer, je le conçois. Par moments, je me dis vraiment, tu exagères un peu, mais comme je le suis avec moi-même, j'ai l'impression que je ne fais pas d'entorse avec mes collaborateurs. Je suis peut-être moins exigeant avec mes enfants qu'avec mes collaborateurs, mais là, je ne vais pas confondre le rôle du papa ou de la maman avec le rôle du futur ou du postulant à l'expertise comptable. Autre chose, c'est quelle différence faites-vous, madame, monsieur, entre un rapport de stage, un mémoire et un doctorat? Madame, monsieur, un rapport de stage, par mon parcours académique, j'ai eu l'occasion d'en faire deux. Un rapport de stage pour le DCG, où là, je devais me contenter de vivre une expérience dans un cabinet pendant 8 semaines, je crois. Et pendant 8 semaines, je devais prendre une opération qui m'avait plu dans le cabinet, par exemple, procédure d'amortissement avec les composants, et d'expliquer ce que j'avais vécu. Donc, un rapport de stage rapporte ce qu'il a vu. Au DSCG, les exigences étaient un peu plus fortes. C'est un rapport mémoire, déjà. C'est un rapport mémoire. Ça veut dire quoi? Mais en même temps, le rapport DSCG, il devait rapporter l'endroit où je travaillais et rapporter également l'ensemble des travaux que j'avais pu réaliser pendant cette période, mais il me demandait de faire une étude précise à caractère personnel, qui n'était pas forcément de recopier ce qui avait déjà été fait, mais qui était une étude qui devait avoir un cachet personnel. Donc là, je me rapprochais du mémoire expert comptable, parce qu'il y avait une partie du rapport mémoire du DSCG qui correspondait à une étude qui devait être effectuée pour servir la profession, mais une étude beaucoup plus courte que le mémoire que je vais détailler. En effet, le mémoire d'expert comptable, c'est un travail qui doit, en dehors de ses annexes, comporter une centaine de pages, dans laquelle on doit développer une idée, développer un outil, développer une procédure, donc développer une différence par rapport à ce qui existe. Et la qualité de la mémoire doit être basée sur des apports concrets. Souvent, la rédaction d'un mémoire
se décompose en 2 ou 3 parties, avec une conclusion et une introduction, bien sûr, mais aussi une note de synthèse, pour permettre certainement à des lecteurs examinateurs de pouvoir avoir une image concrète à travers la note de synthèse de ce qu'il va découvrir dans ce mémoire, en espérant que l'examinateur ne s'arrête pas à la lecture de la note de synthèse. Je ne vais pas rapporter ce que j'ai déjà dit précédemment. Ce mémoire doit apporter donc une différence par rapport à ce qui existe, à la fois sur le plan de la présentation de l'outil, sur le plan de la présentation même de votre étude, sur le plan pédagogique. Les annexes outils doivent jouer un rôle important pour justifier la qualité du mémoire. Quand on regarde les bons mémoires qui sont déposés en bibliothèque, on peut s'apercevoir de leur rapport concret à travers les lectures qu'on a pu faire dans ce mémoire bibliothèque. Et c'est vrai qu'il y a malgré tout des mémoires qui ont été testés avec les logiciels anti-plagiat et qui laissent apparaître pour des mémoires déposées que j'ai eu l'occasion de m'en apercevoir en 2014, 2015, 2016 même, avec des plagiats qui représentaient jusque 20%. Et qu'à l'époque, on n'avait peut-être pas les mêmes logiciels anti-plagiat, mais quand on voit aujourd'hui qu'une candidate pour 5 lignes a été par un jury un peu, je dirais, farfelu, mis en conseil de discipline pour 5 lignes, j'avoue franchement qu'il y a quand même une disproportion entre des mémoires qui ont eu 15 ou 16 avec 30% de plagiat et une femme qui a fait 5 lignes en oubliant de marquer l'auteur et qui s'est retrouvée devant le conseil de discipline avec votre serviteur qui a pu se battre pour qu'elle ait le moins possible, je dirais, de conséquences dommageables. Mais ça n'empêche pas que cet événement-là m'a beaucoup marqué, il me marque encore. Alors là, je voudrais aussi vous rappeler que vous avez intérêt dans ce genre de situation à bien savoir la différence avec un doctorat. Un doctorat, là, c'est une étude importante sur un sujet qui nécessite des recherches historiques de plusieurs siècles en arrière pour voir l'avènement de cette étude à l'époque d'aujourd'hui. Donc ce doctorat qui donne le titre de docteur en droit, en économie, en gestion des entreprises, et j'en passe et des meilleurs, se base sur une étude qui vous oblige à faire des apports scientifiques colossaux. Ce n'est pas des apports techniques, parce que moi j'avais commencé un doctorat, écoutez-moi bien, en 2000, je sais plus quoi, en 2002 je crois, je voulais faire un doctorat, ça m'était arrivé comme ça sur la tête, donc j'étais à l'IAE de Lille, et j'avais donc un docteur qui me supervisait, et j'avais donc commencé à écrire une centaine de pages sur un sujet bateau, hein, sur les créations d'entreprises et rôle de l'expert comptable. Alors j'avais fait 100 pages, mais vraiment 100 pages à la mode Francis, c'est-à-dire 100 pages concrètes. Qu'est-ce qu'il m'a dit c'est pour ça que je vais arrêter tout de suite. Il m'a dit, Monsieur Tison, votre 100 pages sont très intéressantes pour un expert comptable qui veut trouver à travers vos travaux les moyens d'aider ses clients à être créateurs d'entreprise ou aider ses créateurs à mieux se juger, à mieux s'authentifier, à mieux s'organiser. Vous avez fait quelque chose qui est trop concret pour un mémoire. C'est pas ça que je demande. Vous devez rechercher à partir de vos recherches au XVIe siècle, au XVe siècle, comment se faisaient les créations d'entreprises, comment ça se faisait pendant la Révolution, après le XVIIIe, le XIXe et au XXe et XXIe siècle, comment tout ça a progressé pour bien comprendre le rôle de l'expert comptable au fur et à mesure des siècles. J'ai dit, écoutez, monsieur Untel, je vous remercie beaucoup de votre
attention à mon égard, mais écoutez, je n'ai pas le temps de faire ça. Parce que si c'est pour être docteur qu'il faut que je fasse des recherches historiques pour savoir comment la création, je ne peux pas répondre à vos obligations, je n'ai pas le temps, alors, parce que là, je suis encore en activité, expertise et puis professorat en 2000, donc je ne peux pas. Je voulais faire plaisir à ma femme, à mes enfants d'être un jour docteur. Je me suis rendu compte que c'est complètement ridicule pour moi. Je respecte bien sûr le doctorat, mais je trouve que c'est pour moi absolument inutile. Je préfère être concret dans les 100 pages que j'ai pu vous écrire pour le moment, qui auraient pu être complétées par bien sûr d'autres éléments. Mais oui, je parlais du Crédoc, je parlais des tableaux de financement, je parlais de tout ce qu'il fallait faire, quoi. Il m'a dit, mais ça c'est hyper concret, c'est pas ça un doctorat. C'est que des apports scientifiques que vous devez faire. C'est des apports de recherche. Donc vous n'avez pas bien compris, vous êtes trop concret, vous êtes resté trop expert comptable. Mais je préfère, j'ai répondu, je préfère rester prof agrégé sans avoir le doctorat et rester expert comptable que d'être docteur avec tout ce que vous demandez. Bon, alors moi j'ai vu des docteurs, hein. J'ai un copain qui a fait le doctorat en droit, ben, ce qu'il a fait c'est de, de faire des recherches et faire du plagiat sur de nombreux ouvrages qu'il a pu obtenir de 1940, de 1942. Bien sûr, il mettait les guillemets, mais c'était des recherches plagiat. Alors si c'est pour faire des recherches plagiat, j'avoue franchement que pour moi, ça n'a pas été une bonne réussite. Je voudrais terminer, je vais terminer par un exposé de l'un d'entre vous, comme je l'ai promis, l'un d'entre vous qui serait amené à présenter ces 10 minutes. Alors c'est l'un d'entre vous, et vous allez comprendre pourquoi, qui a quelques problèmes de santé et qui doit forcément expliquer au jury par un certificat médical adapté pour expliquer les problèmes qu'il va peut-être rencontrer lors de sa présentation. C'est pour ça que j'ai décidé de présenter un mémoire de cet ami. Vous êtes tous mes amis, je ne fais pas, je dirais, de cas particuliers, mais je veux rendre service à une personne qui sera peut-être aussi, voilà, et qui sera peut-être aussi en difficulté avec votre, je dirais, compréhension le jour des soutenances du dimanche matin. Et ça, c'est quelque chose que je vous demande de bien respecter en ce qui concerne ce candidat. Alors voilà comment je vais me présenter à la place de ce candidat. Madame, Monsieur, Francis Tison, j'ai le plaisir de venir d'un pays ami avec la France et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui mon mémoire sur l'optimisation du processus de paiement des factures fournisseurs des entreprises publiques de mon pays, opportunité d'une mission de conseil pour l'expert comptable. En effet, je viens de ce pays, j'ai un cursus académique classique grâce à la grande collaboration de l'INTEC. J'ai pu passer dans mon pays le DCG et le DSCG et j'ai, sur le plan cursus professionnel, je suis dans un cabinet de taille intéressante où je suis chef de mission. Je me suis permis, madame, monsieur, de vous ramener un certificat médical qui a pu se justifier à travers mes premiers propos, qui peuvent éventuellement provoquer chez moi quelques difficultés de prononciation et je vous demande votre bienveillante attention et de bien vouloir m'excuser pour quelquefois les difficultés que j'aurai pour commenter un certain nombre de choses. Cela arrive malheureusement que le capital génétique des uns et des autres ne soit pas forcément idéal et provoque chez certains d'entre nous quelques difficultés et j'aime croire que vous allez accepter. Alors ce mémoire, il a plusieurs objectifs. D'abord, il a été réalisé pourquoi? Il a été réalisé
parce que j'avais l'occasion d'avoir plusieurs clients, ça c'est très important, qui étaient concernés par des difficultés de règlement des entreprises au niveau de l'État. Et j'ai considéré que c'était aussi le cas en France. Donc, l'idée de mon mémoire vient de mon portefeuille client, mais aussi des remarques que je lisais, puisque j'avais depuis très longtemps fait mes recherches scientifiques à travers les alertes Google, et je savais qu'en France, cela était très important. Oui, en effet, l'origine de ce mémoire, c'est mon portefeuille client. En ce qui concerne mes apports scientifiques, alors là, je dois vous dire que depuis 2 ans, je prépare ce travail et j'ai eu l'occasion de développer de nombreuses recherches sur la toile, mais aussi d'assister à de nombreux séminaires dans mon pays, d'assister à de nombreux webinaires réalisés en France ou dans mon pays, et de lire énormément d'ouvrages dont vous avez bien sûr une petite partie des ouvrages réalisés ou lus dans ma bibliographie. J'ai aussi constitué une bibliothèque numérique. Ça, c'est très important pour suivre les événements. En ce qui concerne mes apports techniques qui doivent servir l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, il me semble que toutes les procédures que j'ai mises en place, les courriers que j'ai mis en place, les relations que j'ai mises en place, les relations que j'ai eues avec les représentants du ministère du Budget et de l'Économie, toutes les recommandations des ministres français, à la fois du Budget et de l'Économie, monsieur le maire et monsieur Dubost, tout ça a été pris en compte et peuvent servir l'ensemble des collaborateurs. Et j'ai aussi modestement, plus modestement, puisque mon travail est plus technique que professionnel, même si je n'oublie pas la gestion des cabinets, j'ai voulu également apporter des réponses à la gestion des cabinets en essayant de proposer au cabinet, donc à la direction du cabinet, d'amplifier ses relations avec les représentants du ministère et de mettre en place des recommandations ou des informations permettant à la direction d'un cabinet de développer ses relations, c'est le rôle du dirigeant d'un cabinet, de développer ses relations et surtout de faciliter les relations avec les entreprises publiques, que ce soit de la France ou éventuellement, bien sûr, de mon pays. Je voudrais vous rappeler que le déroulé de ma soutenance se fait sur ce diaporama que vous avez bien voulu m'autoriser tout à l'heure, et j'aimerais aborder le cœur de mon mémoire. Dans la première partie, voyez-vous, j'ai présenté l'état des lieux du crédit interentreprise, qui, bien sûr, vous le savez bien, est un moyen de financer le besoin en fonds de roulement, mais qui est aussi un moyen d'alourdir les difficultés de trésorerie. C'est pour ça que j'ai développé cette première partie à travers 3 grandes idées. Tout d'abord, quels sont les enjeux, là j'en ai décrit un certain nombre, de l'encadrement du crédit en France et dans mon pays. J'ai aussi présenté un processus de paiement classique et une étude comparative qui peut être très intéressante pour les experts comptables français et ceux de mon pays, entre la France et mon pays. J'ai aussi réalisé une présentation, et c'est là où mes apports techniques sont déjà très importants, des facteurs favorisant les longs délais de paiement des entreprises publiques dans mon pays et le rôle et la possibilité d'intervention de l'expert comptable. Dans une deuxième partie qui est la plus importante de mon mémoire au niveau pratique, là j'ai mis en évidence le rôle fondamental de l'expert comptable pour la mise en place du processus optimisé de paiement des factures fournisseurs des entreprises publiques. Alors là, j'ai mis en place 3 grandes idées qui peuvent être reprises par des cabinets comptables, car mon objectif dans ce mémoire, ce n'est pas de servir uniquement mes clients, c'est surtout de servir le cabinet comptable français ou ceux de mon pays.
La démarche de l'expert comptable pour la mise en place du processus optimisé des paiements des factures fournisseurs des entreprises publiques. Alors là, j'ai mis trois grandes idées qui constituent trois grands chapitres. C'est la prise de connaissance générale de l'entreprise, du processus de paiement et l'analyse critique. J'ai fait ressortir les conséquences sur le plan des besoins en fonds de roulement, du coût que ça représente, les délais allongés des entreprises publiques. J'ai mis en place également un processus optimisé et justification des choix que j'ai proposés. J'ai fait une étude comparative, une étude qui peut être utilisable et qui a été, je dirais, envoyée, voyez-vous, à des représentants du ministère de mon pays avec qui j'ai eu des relations et qui sont chargés justement du paiement des entreprises publiques et qui ont trouvé mes propositions comme très, très pertinentes. Je ne dis pas ça pour me flatter, mais je dis ça en toute honnêteté, comme je le suis depuis le début de notre entretien. C'est aussi valider l'ensemble des processus proposés et j'ai prévu pour les collaborateurs des formations pour permettre d'être plus efficients, plus efficaces dans cette formation. Alors, ce mémoire a été tout au long de sa rédaction couronné d'apports concrets. Et je dois vous dire, avant peut-être de répondre à vos questions, que j'ai tenté également de vous dire que tous mes travaux ont servi mon cabinet, forcément, puisqu'on a un gros portefeuille d'entreprises concernées, mais que toutes mes interventions font l'objet d'un coup de revient. Je ne dis pas que mon mémoire a été payé par mon entreprise, indirectement. Si, puisqu'ils m'ont autorisé à valider ce mémoire en espérant qu'il sera validé et qu'il servira également au cabinet, mais qu'il servira aussi à tous les confrères, car je ne suis pas un égoïste. Un mémoire doit être utilisable par la profession. Mais j'ai voulu dire que mon coup de revient a été mesuré, mais je dois vous dire aujourd'hui, avec toute ma sincérité également, que les retours de mon étude ont été très positifs. En effet, nos entreprises ont gagné au moins, pour l'instant, pour certaines d'entre elles, on est arrivé à des gains de 27 jours, ce qui n'est pas négligeable par rapport donc 27 jours pour des sommes non négligeables, puisque quelquefois, malheureusement, c'est le cas, 80% du chiffre d'affaires d'entreprise se fait avec le public. Vous imaginez gagner 27 jours de règlement, c'est assez impressionnant. Et c'est ça, le retour, c'est la satisfaction des clients, c'est le fait que en France, ça existe, mais dans mon pays, ça n'existe pas. Nous aurions pu, en France, facturer des honoraires de succès. Parce que là, c'était des missions accessoires, faire réduire les délais de paiement des fournisseurs de nos clients. Mais c'était des honoraires de succès. Alors la loi Pacte, pour moi, est une loi qui a favorisé l'expert comptable. Je souhaiterais, et je le dis parce que pour moi c'est très important, je souhaiterais que mon pays fasse aussi une loi Pacte et que cette loi Pacte apporte, et je le sais, pour les experts comptables, pour les commissaires aux comptes. Pendant un certain temps, on a eu quelques doutes, mais aujourd'hui, le commissaire aux comptes a constaté que la perte des mandats n'était pas aussi importante que ça, et le commissaire aux comptes, grâce à une nouvelle présidence, je ne dis pas que les autres étaient mauvais, mais une présidence très dynamique, retrouve des nouveaux terrains d'application qui font pas toujours plaisir aux experts comptables. Mais alors, je ne vais pas terminer sur une mauvaise note en disant que les experts comptables et les commissaires aux comptes sont en train de se chahuter, mais c'est des chahuts de jeunes personnes, puisque vous avez la chance en France d'avoir un ensemble de dirigeants qui n'ont pas 50 ans, donc qui démontrent une certaine jeunesse d'esprit, et de dynamiser cette profession. Et je suis avec beaucoup d'intérêt tous les travaux de la commission des experts ou des commissions des commissaires aux comptes, et je dis que vous avez la chance. Nous, par contre, dans mon pays, on a une chance aussi extraordinaire, que vous n'avez pas en France. C'est que le ministre de l'économie de notre pays est un diplômé de l'expertise comptable en France, et Dieu sait que la formation qu'il a suivie et le diplôme qu'il a obtenu lui a beaucoup servi pour donner à notre pays un regain d'activité et un regain de modernité et un regain aussi de notoriété que sans lui, nous n'aurions pas eu. À travers ce dernier message,
je veux rendre l'honneur qui m'est simplement dû, c'est de rendre, je dirais, honneur au diplôme d'expertise comptable que j'espère un jour obtenir. Madame, monsieur, je vous remercie de votre attention et je vous remercie du délai un peu plus long que j'ai pu éventuellement occuper pour permettre, compte tenu de mes problèmes de santé, de permettre de vous présenter ce mémoire dans les conditions que vous avez bien voulu accepter. Merci encore, madame. Merci encore, monsieur. Voilà. Je vais vous quitter sur cette dernière action en espérant qu'elle aura tout son intérêt. Pour ceux qui le connaissent, ils comprennent bien pourquoi j'ai fait tout cela. Je vais vous souhaiter à tous, je vais arrêter l'enregistrement dans quelques minutes, après je reprendrai avec vous. Je vais vous demander de bien écouter cette vidéo qui passera sur YouTube. Je remercie tous les amis qui étaient très nombreux ce matin. J'espère que vous serez très nombreux également sur YouTube pour revoir cette vidéo qui a été réalisée avec toute ma sincérité, sans complaisance et avec la volonté que mes propos puissent servir certains acteurs principaux, et en particulier les examinateurs qui, lors de la prochaine session, aussi bien pour la VAE que pour les DEC traditionnels, liront complètement les travaux qui seront proposés par tous ces candidats valeureux qui m'ont accompagné ce matin. Merci encore et à très bientôt.